Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du Sage pour un autre épisode avec un entrepreneur qui a fait le programme Lancement d'une entreprise. Mon nom est Kim Boutin, je serai votre animatrice aujourd'hui et je reçois Sergio Moussa de l'entreprise Espace Vert Lex. Donc, bonjour Sergio, comment Bonjour vas-tu? Kim, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je suis Merci. bien. Vous-même? Merci également d'être là aujourd'hui. Donc, si tu le permets, on va se tutoyer tout au long de l'entrevue. Oui. Ce sera plus agréable. On aime ça quand nos discussions sont conviviales. Donc, écoute, bienvenue en studio avec nous ce matin. Donc, Sergio, tout d'abord, on va te demander de te présenter là, brièvement d'où tu viens, nous parler un petit peu de tes expériences antérieures avant là, d'entrer dans le contexte et de parler de ton entreprise actuelle, de tes motivations finalement et de ton expérience au programme Lancement d'une entreprise. Donc, d'où viens-tu? Moi je suis moldave en fait, d'un petit coin de l'Europe, entre Ukraine et Roumanie. J'imagine que c'est pas tout le monde qui connaît. C'est un petit pays qui s'appelle Moldavie. J'ai habité là-bas pas mal toute ma vie. Depuis 2015, je suis arrivé au Québec. Par plusieurs raisons. En fait, une des raisons, c'était justement, je voulais tout le temps connaître le monde, essayer mes limites. J'avais beaucoup des idées que je voulais mettre en place. Dans ce coin, c'était plus difficile. Il y avait c'est plus restreint si on veut une possibilité. Fait que je me suis recherché un peu l'opportunité. Et Québec, merci Québec, c'était une des opportunités. Donc, j'étais arrivé ici. Toute ma vie, j'ai passé pas mal dans l'entrepreneuriat. Mes parents, c'était des entrepreneurs, si on veut, dans un sens qui faisaient la même chose et essayaient tout le temps de démarrer quelque chose, essayer autre chose. C'était difficile dans le coin, fait que il y avait deux catégories, si on voulait, des gens qui travaillaient tout le temps sur la même place ou des gens qui essayaient de faire soit du commerce, soit du entrepreneuriat dans différentes industries. Fait que j'ai eu toujours des exemples dans la famille, si on veut. C'est peut-être pour ça que ça m'a donné le goût de le faire pareil. J'étais entouré par cette énergie, si on veut. Puis j'ai fait mes études dans la gestion d'entreprise aussi. J'ai travaillé pas mal toutes les travails, je dirais 80% de mon expérience, c'était dans les ventes, dans la gestion, entrepreneuriat aussi. Donc j'ai essayé, j'avais déjà, je pense, c'est mon troisième projet. Donc j'essaie tout le temps quelque chose de nouveau. Comme j'avais dit tantôt, je suis pas la personnalité qui va aimer un plat et manger à chaque jour. J'aime mieux peut-être goûter différents plats, différentes cultures, épicé, salé. C'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat. Ça me fascine. À chaque fois quand je parle avec quelqu'un, je vois une opportunité. Ah oui, peut-être que je devrais penser. Puis je vois tout le temps qu'est-ce que je pourrais améliorer. Ah, ça c'est intéressant, mais je pense que je pourrais faire un peu comme ça, puis je pourrais aller chercher cette niche. En tout cas, c'est comme ça que ça arrive mes idées. Puis je suis là aujourd'hui. Mon Dieu, formidable. Tout le monde, on est heureux que tu sois ici au Québec pour développer des entreprises parce que bon, tu as eu quelques projets là jusqu'à maintenant. Donc, des gens ambitieux comme ça qui sont entrepreneurs, c'est ce qu'on aime. Et surtout ici, dans les coulisses du Sage, on aime recevoir des portraits là, d'entrepreneurs habitués qui ont vraiment osé démarrer là, toutes sortes de choses et surtout des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs comme toi. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, d'arriver au Québec? Avais-tu déjà un projet en tête? Tu dis que tu avais toutes sortes d'idées. Quelle était l'idée à ce moment-là pour venir ici au Québec? Là? Non, en fait, je vais être franche, c'est que avant de venir ici, je me voyais jamais comme à l'étranger. Honnêtement, au début, j'étais jeune, j'avais, on va dire jusqu'à 25 ans, j'ai jamais pensé vraiment à immigrer ou quoi que ce soit. C'est juste les situations dans cette partie, c'est difficile. Il y a beaucoup de défis, si on veut, pas juste l'entrepreneuriat et tout, mais en général, économiquement, politiquement, c'est beaucoup il y a des personnes qui se retrouvent là-bas ou essayent de continuer la bataille, si on veut. Il y a des personnes qui décident de se donner une meilleure chance ailleurs. Moi, j'ai essayé les deux. J'ai essayé avant de venir ici, j'ai essayé là-bas, peut-être, comment je dirais, mais intégré dans le système, mais j'étais un peu contre le système. Je peux pas vraiment, je suis pas la personne qui peut jouer sans règles ou contourer tout le temps, faire des trucs comme ça. Moi, j'ai pas aimé ça. Fait que pour moi, c'était un peu ça la motivation d'aller ailleurs. Québec, ça a été vraiment une choix,
on peut dire un peu aléatoire. C'était pas, j'avais aucune idée c'est quoi Québec, c'est quoi Canada en général. Pour nous, on est loin vraiment. OK, donc tu n'avais pas une idée d'entreprise à ce moment-là et puis Non. tu t'es pas dit, OK, c'est au Québec que je vais pouvoir le réaliser, ce projet-là. Je savais que je veux être entrepreneur, OK. mais je ne savais pas où, je ne savais pas quoi exactement. Puis je ne le sais pas encore maintenant. Je suis toujours en développement. Oui, c'est ça. Tu aimes toujours développer des nouvelles idées. Ouais. Puis ça, on revient un petit peu sur tes expériences antérieures. Là, tu nous dis que tu as fait tes études justement en gestion d'entreprise. Évidemment, là, par la suite, tu as fait avec nous le programme, le lancement d'une entreprise qui est également une attestation professionnelle. Ça, je ne le savais pas à l'époque, mais par la suite, je dis « Ah, wow, OK, cool. » Oui, c'est une attestation professionnelle, en fait, parce que le programme lancement d'une entreprise est offert avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, donc qui est un institut scolaire. Oui. Donc, c'est reconnu gouvernementalement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Je me demandais quel avait été là, ton premier projet là, entrepreneurial avant ton entreprise Espace Verlex. Ben, j'en ai eu plusieurs, en fait. Une des projets, si on veut le nommer, peut-être le premier, on va dire comme ça. J'ai fait ici au Québec. On parle du Québec ou on parle en général? Parce qu'en général, il y en avait beaucoup. OK, donc même avant d'arriver ici, il y a déjà eu des projets. OK, bien, on est tous, je pense, curieux de savoir quels ont été tes projets là, rapidement là, dans le passé, dans ton pays d'origine. Excusez-moi. Dans mon pays, en fait, c'est que j'ai essayé, mettons, dans le commerce, j'ai travaillé à l'époque, j'ai travaillé avec une compagnie qui était distributeur officiel de frites dans notre pays. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant beaucoup des années. J'ai eu une opportunité parce qu'on était présents dans plusieurs festivals, différentes choses, puis on échangeait avec d'autres producteurs, d'autres gens connectés avec ce domaine. Donc, j'ai eu une opportunité de rencontrer une personne qui a essayé un projet pilote en Europe. Il y avait des distributrices automatiques de frites. À l'époque, ça a été juste au début. Il y avait beaucoup encore de défis avec. Fait que j'étais super intéressé par ce projet, mais on va dire mes actionnaires à la compagnie où je travaillais, eux, ils voyaient pas vraiment un potentiel, ils voulaient pas s'embarquer. Donc moi, je l'ai vu tout de suite, je dis OK, parfait. Moi, je travaille déjà où il faut. J'ai les gens qui veulent plus faire ce projet parce qu'ils ont essayé puis ça n'a pas marché bien, mais moi, je le voyais vraiment bien. J'ai essayé, mais encore, dû à la situation là-bas, dans mon pays, c'était compliqué. C'était compliqué de se lancer. Fait que... Dans le fond, c'était un reprenariat d'entreprise existante à ce moment-là. Exact. Okay. Une entreprise qui a essayé, puis ça n'a pas marché, mais pas dans notre pays. Ils ont essayé ailleurs. Puis c'était un peu ça le but. Ça n'a pas malheureusement marché. Ben, malheureusement, j'ai finalement compris que pour aller faire de l'entrepreneuriat là-bas, ça prend plus que juste des idées puis du financement. Ça prenait aussi d'autres choses, des relations, c'est un très bon réseau. Oui, surtout dans ce pays, comme je dis, dans ce coin, il y a beaucoup du underwater, comme under table, des choses comme ça qu'il faut que tu... en tout cas, c'est différent. Donc moi, vu que j'avais mes études dans le management et tout, je voyais complètement un autre modèle. Puis je voulais... c'était une des premiers pas pourquoi j'ai décidé d'aller ailleurs. OK, je comprends. Puis là, quand j'avais discussion, vous m'avez posé la question tantôt, comment j'étais arrivé au Québec? Ben justement, parce que je voulais faire ce projet, je voulais le lancer là-bas. Toujours ce même projet de machine distributrice de frites à l'époque. OK. Oui, exact. Donc, je me suis connecté j'ai déjà commencé à développer des relations à l'interne là-bas, puis j'avais des personnes à l'entourage que je voulais attirer dans ces affaires, en fait. Puis au Québec, dans le pays de la poutine, j'imagine que les frites, c'était une bonne idée, là, naturellement. Oui, on peut dire ça, mais honnêtement, à cette époque, je ne savais pas si ça va être ça le projet ou non, mais j'ai été en process de développer ce projet à mon pays, puis en parlant avec des gens, une des personnes je voulais qu'il soit mon investisseur, si on veut, c'est lui qui peut m'amener sur cette piste, c'est Serge. Je pense avec tes aptitudes et tout ce que tu es, là tu es jeune et tout, tu as toute ton énergie devant toi. Je pense que ça serait peut-être mieux que tu essaies à ouvrir tes visions puis voir notre pays, peut-être qu'ils peuvent t'aider parce que ça va être difficile. Puis on tombait dans la période du changement, communisme, démocratie, c'est difficile. Donc là, ils m'ont donné la piste du Québec, du Canada, puis j'arrive ici. Dans quelques années, je prends ma femme, on immigre, puis on arrive ici.
Puis ça a commencé l'histoire du Serge au Québec, ici. Puis l'espace Verlex et tous les autres projets que j'ai... C'est arrivé un petit peu par la suite. Par la suite. Évidemment que les premières années arrivées ici, je ne pouvais pas me lancer tout de suite. En tout cas, ça dépend dans quelle situation tu es, mais moi, je n'étais pas dans la situation que j'arrivais avec beaucoup d'argent, puis je pouvais investir tout de suite. Ça prenait le temps, ça prenait aussi une analyse. Il fallait que je vois où je suis, comment ça fonctionne ici, le système, l'écosystème économique et tout. Le financement aussi, il faut que si tu n'as pas une down payment, comme on dit, un premier financement que tu vas apporter par rapport à ton projet, il va falloir un historique, il va falloir que tu démontres que tu es capable et tout ça. Fait que ça m'a pris un peu du temps pour que je puisse me mettre sur place, pour que je puisse faire mon parcours. Puis cependant, ce parcours, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé un lancement du produit sur Amazon. J'ai fait un cours aussi, en parallèle que je travaillais. Je faisais un cours du coaching d'Amazon, comment se lancer et tout. Branding, tout à nouveau. Donc, tu créais ton entreprise, en fait, tout de zéro, avec mon logo et tout. C'était une autre expérience super intéressante aussi. J'ai lancé le produit, ça a marché. C'est juste que pour moi, je trouvais que c'était pas nécessairement ce que je cherchais. C'était intéressant, c'était une belle expérience, ça c'est sûr et certain. Là, je me suis retourné encore sur le projet du frit. Puis c'est là que j'ai rencontré Sage. Je ne sais pas si on embarque tout de suite sur cette discussion. Oui, absolument, on peut dire, là, c'est ça. En fait, pour le stage, tu as fait 2 fois, là, comme on a pu discuter là, avant l'entrevue, tu as fait 2 fois le programme lancement d'une entreprise. Donc, tout d'abord, pour ton projet de machine distributrice de frites. Donc, on peut en parler là, brièvement, là, la raison pour laquelle tu as fait ce projet-là, finalement, tu l'as démarré, la raison pour laquelle ça l'a arrêté, puis ce qui t'a amené finalement à vouloir développer ton entreprise d'aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ça. Donc, j'ai essayé, j'étais en train de travailler j'ai travaillé, je pense, jusqu'à date à 2 compagnies ici au Québec, mais en même temps, j'étais toujours avec mon rêve de faire mon affaire. Donc, en parallèle, j'ai essayé Amazon, ça marchait, mais pas autant que je voulais. Fait que j'étais à la recherche de mon deuxième, donc là j'arrive au projet, ça me revient de mon projet que j'avais toujours gardé en petit coffre, que je savais qu'un jour c'est lui qui va... je voulais essayer en tout cas pour voir vraiment la possibilité. Donc j'ai commencé à chercher, je comprenais que ça me prend premièrement structurer mon plan d'affaires, toutes les choses. Oui, j'avais mes études en management, mais on s'entend que je l'ai fait ailleurs. Donc c'est sûr qu'ici il y a des petites étapes qui sont différentes que dans un autre pays. Oui, il y a beaucoup de choses communes, mais quand même. Donc là, je commençais à faire des recherches comment je peux le mettre sur papier. Excuse-moi, Sergio, j'ai une question pour toi, puis je crois que ça serait pertinent parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui viennent d'ailleurs, qui écoutent notre podcast. Qu'est-ce qui est différent, justement, dans le plan d'affaires, toi, du côté de la Moldavie versus celui du Québec? Est-ce qu'il y a un élément là, qui te vient en tête puis que tu peux dire, pour ces raisons-là, c'est important de refaire des cours pour justement mettre les connaissances à jour, là? Moi, je dirais pas nécessairement qu'il y a un élément spécifique ou la structure du plan d'affaires, mais c'est plutôt de comprendre comment c'est les étapes à le faire. Oui, parce que j'imagine que je connais pas tous les pays parce qu'il y a beaucoup de monde justement qui écoute le podcast, probablement qui viennent, je sais pas, tous les coins du monde parce qu'au Québec, on est beaucoup de nations qui se réunissent. Puis chaque processus est différent probablement dans chaque pays. Comment tu fais? Est-ce que tu fais ton plan d'affaires, tu le déposes au financement ou est-ce que tu cherches des investisseurs en privé? C'est ça que je ne comprenais pas comment ça fonctionne ici. Donc, j'avais besoin un peu d'être guidé, comprendre le processus, les possibilités parce que aussi, on s'entend que aussi même ici, il y a différentes possibilités. Oui, il y a des investisseurs privés, il y a des PME, il y a plein de affaires, mais quand même, il fallait que moi, je le comprenne puis je le mets sur place pour commencer à choisir mes tactiques, si on veut. Puis juste avec les connaissances que j'avais ailleurs, je trouvais que j'avais des chances, mais je voulais augmenter mes chances. Donc moi, je trouvais qu'un programme comme Sage offrait un lancement d'entreprise, ça c'était une belle opportunité en plus, que c'était gratuit. Moi, j'étais même sur Choc un peu. Ah oui, je ne paye pas pour ça, ok, bon. Puis je veux avoir des coachings, puis je veux avoir tout... oui, tu vas avoir... OK, super. Puis ça a super bien été. J'ai super bien aimé l'expérience. Des bons professeurs, des bons suivis. Je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ailleurs ça se fait. Moi, en tout cas, en Moldavie, je ne voyais pas ça. Je n'ai pas vu ça. Ça a été un bon suivi. Ça a été vraiment bien structuré. Chaque étape, il y avait...
Parce que aussi, il faut comprendre que dans le lancement d'entreprise, quand tu le fais, c'est pas juste un plan d'affaires, c'est pas juste un plan financier, mais c'est un peu de tout, comme vraiment de A à Z. Comment ouvrir une compagnie, c'est quoi une entreprise incorporée, c'est quoi un travailleur autonome. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça existe, mais dans mon pays, c'est pas la même structure, mettons, économique, c'est pas la même structure d'incorporation et tout. Les étapes, quelle incorporation ça existe, c'est quoi les taxes, c'est quelle façon, tout ça c'est différent. Fait que ça c'était une bonne opportunité de les apprendre et tu pouvais le faire aussi, ce qui était intéressant, tu pouvais le faire à ton temps libre. Donc c'était pas nécessairement, il y avait beaucoup de différents programmes, différents horaires que tu pouvais choisir. Oui, parce que le programme en fait est offert soit sur 3 mois ou sur 6 mois, puis les gens peuvent le faire de soir ou de jour. Et dans le passé, ils le feraient en présentiel. Maintenant, c'est plutôt à distance, là, mais c'est ça. Les participants ont une grande liberté. Même dans le temps, je pense, quand je l'ai fait, c'est vrai que la première fois, si je ne me trompe pas, parce qu'on a mentionné que je l'ai fait 2 fois, oui. Je pense que je l'avais fait soit hybride, soit présentiel, mais le deuxième, c'était virtuel déjà. Virtuel. C'était ça, c'était intéressant parce que je pouvais faire justement en parallèle, je pouvais travailler à temps plein, puis c'est sûr que ça prend des sacrifices un peu parce que là, tu finis ton travail, puis pouf, tu es 3 heures ou 4 heures sur tes cours et tout, tu dois faire tes exercices, ton plan, développement, recherche. De plus que tu es dédié, plus de chances tu as, ça c'est sûr et certain, mais aussi il faut choisir tes batailles. Je ne pouvais pas abandonner mon travail parce que je devais mettre du côté du financement par la suite parce que je savais que je m'en vais dans la direction. Donc, première fois, c'était, retourner à notre première question, pourquoi 2 fois? C'était mon projet du coffre que j'ai mis dans le coffre, en fait, pour les frites. J'ai décidé de donner la deuxième chance, la deuxième vie, ici déjà au Québec. J'ai trouvé justement le pays province du Poutine qui ont exact, ça doit marcher. Puis oui, c'était intéressant. Tout le monde qui je parlais, au Sage aussi, tout le monde était fasciné par cette idée. C'était intéressant, mais il y avait beaucoup de défis qui étaient alliés à ça. Notamment, c'est que ça n'existait pas ici, ça n'a jamais été encore ici testé, des choses comme ça. C'est beaucoup. Quand tu veux développer un projet qui n'est pas existant, tu passes, je dirais, double ou triple. Plusieurs, comment je dirais, empêchements. On veut dire, c'est pas si facile, les portes vont pas s'ouvrir si facile que ça. Il faut que tu démontres 2 fois plus dur qu'il y a un potentiel. Oui, la faisabilité est un peu plus difficile à montrer. J'imagine que les partenaires aussi pour pouvoir cuisiner les produits, puis bon, il y a tout ça. Ça fait que, mais finalement, ça marchait bien. Ça marchait. Je veux dire, le projet, ça se développait bien. Ça se développait bien quand même. Le premier pas avec ça, j'ai super bien aimé l'expérience. On était déjà à l'étape de financement. J'étais en train de chercher le financement. Pouf, COVID qui est arrivé. Là, on parle de machines distributrices, donc c'est dans des endroits qui sont achalandés, généralement. Justement, c'est comme les machines à café, en fait. Oui, c'est ça. C'était planifié de le mettre dans des métros, des choses comme ça. Puis bon, avec COVID, évidemment, que c'était justement les places qui étaient visées pour éviter l'achalandage. On voulait mettre tout le monde dans le télétravail, des choses comme ça. Ça n'allait pas fonctionner. Ça n'avait pas de sens, on va dire plus comme ça. Ça n'avait pas de sens parce que c'était des investissements assez lourds, des millions plus. Oui, c'est que non, je n'ai pas pu démarrer. J'ai mis ça, j'ai toujours encore dans le petit coffre fermé. On a le contrat exclusif. Peut-être qu'un jour, on va les réessayer. Puis en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça t'a pris un certain temps de justement te remettre de tous ces changements-là pour te donner envie d'aller vers autre chose? Est-ce que tu as eu besoin de prendre un peu de recul pour te dire, bon, là, j'ai un projet qui doit être mis sur la glace. Qu'est-ce que je fais maintenant? As-tu eu besoin de temps? Pas tant que ça. Moi, je dirais, ça dépend de la personnalité que tu es. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont, justement, je parlais avant ça, c'est qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Ça, je trouve que c'est bon. Il y a un côté qui est super bon parce qu'il sait qu'est-ce qu'ils veulent, puis il s'en va dans cette direction, puis il va faire tout pour aller là-bas. Puis il y a des personnes qui, comme moi, exemple. Spontané. Je suis plus spontané, j'aime l'idée, je m'embarque là-dedans. Si je vois que ça ne marche pas, je change autre chose, puis je ne suis pas fâché ou je suis pas... pas attaché émotionnellement à cette idée-là, même si c'était ton projet qui était dans le coffre depuis
ton ancienne vie, là. Ouais. Non, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne qualité, c'est d'être adapté, c'est d'être adapté à la situation. Oui, on peut rêver, oui, j'ai toujours cette rêve, j'ai d'autres idées dans ma tête que j'aimerais essayer. Mais je pense que pour tout, il y a son moment. Et le moment n'était pas venu, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis il ne faut pas s'attacher à cette idée, commencer à, je sais pas moi, pleurer. Ah, je peux pas lancer. Mais c'est correct de pleurer si on a besoin d'évacuer les émotions, mais... L'idée, ce que je voulais dire, c'était de pas te bloquer dans cette idée. Oui, c'est ça, exactement. Faut pas se bloquer. Sortir de cet état, regarder ailleurs, il y a plein d'opportunités partout. Puis si ça n'a pas marché, garde-le. Peut-être que ça va marcher si tu veux réessayer, ou peut-être que ça va pas marcher. Mais cependant, tu dois faire autre chose. Fait que pour moi, ça a été plus... comme ça, j'ai vu que ça... Déjà, je voyais dans le processus d'ouvrage de cette entreprise qu'il y avait beaucoup de complications. Donc, je me suis déjà commencé à penser à un deuxième plan B. J'attendais pas la finale que non, j'ai vu que ça commence à avoir des petits signes que ça va être difficile, qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça. Puis le COVID déjà commencé, je sais pas quoi. Donc, j'ai vite changé pas changé, mais commencé à développer le deuxième projet en parallèle. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a sonné la cloche, justement, pour ton projet Espace vers l'ex? D'où est venue l'inspiration? Comment tu t'es dit ça? C'est un besoin en ce moment qui n'est pas suffisamment comblé, là, l'aménagement paysager, l'entretien, là. Oui, c'est une question, en fait, j'attends souvent, puis... mais moi, je me le pense des fois. Comment Serge t'es arrivé à Espace vers l'ex? Oui, parce que là, on comprend que tu viens pas d'une famille de botanistes et de paysagistes. Là. C'est vraiment tout nouveau là, comme c'est ça. C'est comment tu es arrivé à faire du jardinage, d'aménagement paysager? Tu étais toujours dans les ventes, dans la gestion, commerce. Oui, c'est en fait, je dois dire merci à mon ami Richard. C'est une de mes voisins quand j'ai arrivé au Québec, donc je me suis acheté une maison après une année. Ça, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup. J'avais pas d'investissement à côté. C'est vraiment, on a travaillé les deux avec ma femme. On a décidé d'acheter une maison. Puis, en face de moi, il habitait le monsieur Richard. Je pense qu'il est rendu à 60 quelques années. Quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Qui a travaillé dans le domaine depuis longtemps, d'aménagement paysager. Il continue, je pense, de le faire. On était des voisins, puis c'est sûr que moi, je venais juste d'arriver, j'avais pas beaucoup des outils, j'avais pas ci, j'avais pas ça, évidemment. Puis moi, je suis une personnalité assez, comment je dirais, j'aime connecter avec les gens. Fait que caméléon, tu t'adaptes. Avec les gens, bonjour, oui, moi, mon nom est Sergio, je suis votre voisin. On a changé un peu des mots, puis ça semblait assez sympathique. On a gardé une bonne relation, donc d'un temps en temps, j'avais besoin je sais pas, un marteau, une ci, une ça. Donc, ça a commencé notre relation un peu comme ça. Puis là, on s'est commencé à se connaître un peu plus. Puis lui, il faisait, mais il était plus d'ancienne façon. Donc, il travaillait tout seul. Il n'y avait pas c'était pas comme je dirais, une grande compagnie, quoi que ce soit. Il y avait une petite... c'était lui l'expert premier sur le terrain et lui qui faisait la gestion. C'est ça, mais il a fait la dure. Donc, il a travaillé toute sa vie. C'était difficile pour lui. Donc, ça a commencé par une petite, comment je dirais, échange d'aide, si on veut. Moi, je prenais des outils de temps en temps, je leur demandais s'ils peuvent me les prêter pour faire, parce que, évidemment, autour de ma maison, j'avais pas d'expérience dans l'aménagement, mais j'avais beaucoup de fleurs de OK, donc le besoin a commencé avec ton propre besoin d'entretenir ta cour qui devait être Puis j'avais des bons exemples en face de moi. Évidemment, lui, c'était tout entretenu. Donc, c'était un bon challenge, si on veut. Fait que, OK, je vais le faire aussi, mais fallait pas laisser l'herbe faire 1 mètre de haut. Justement. Ça a commencé comme ça. Puis, en faisant ça, il était venu avec une question un jour, est-ce que tu veux m'aider? Peut-être quand tu as un peu de temps. Je travaille évidemment à temps plein ailleurs, donc je dis, écoute, dans mon temps libre, oui, ça me fait plaisir parce que mon voisin, pourquoi pas? Puis je voyais qu'il a besoin d'aide. Ça a commencé notre relation comme ça. Là, j'ai commencé à voir l'opportunité, justement. J'ai vu le potentiel parce que lui, c'est sûr qu'il faisait bien son travail, mais c'était... en personne, toute seule, c'était un modèle d'entreprise qui marchait pour lui, mais je voyais le potentiel plus grand que ça. Oui, parce que la demande est là, puis c'est sûr que quand tu es seul, c'est un terrain à la fois. Exact. Puis, commencer à faire ça avec lui, j'ai aussi compris de lui-même, vu qu'il avait beaucoup d'expérience, je pouvais lui donner une bonne
cote de crédibilité parce qu'il disait, Serge, écoute, j'ai vu beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, que je vois sur le terrain. Puis toi, ça fait juste quelques semaines. C'est sûr que j'avais un peu moi, je dirais, background. On vient d'un pays quand même qui est beaucoup axé sur l'agriculture. Donc, on connaît beaucoup de plantes, les plantations, toutes les plantations. J'avais une idée, si on veut, mais j'avais pas de... C'était quand même manuel à la base, puis tu avais un intérêt là, inné. Là, exact. Donc, combiner notre pays, si on veut, mon expérience de mon pays dans l'agriculture, puis avec mon entrepreneuriat, c'est sûr que ça donnait une bonne... je dis, ben, ça serait intéressant. Puis, justement, comme je voulais dire, c'est que lui a commencé à mentionner que je vois beaucoup de gens sur le terrain. Je peux te dire, je vois déjà que tu as un bon potentiel. Mais il disait ça tout le temps. Continue. Première fois, ça passait à côté. Deuxième fois, OK, merci, c'est gentil. Mais là, je commençais vraiment à voir parce que plus que je me promenais avec lui de temps en temps, les week-ends, les soirées pour l'aider, je voyais vraiment les gens comment ils travaillent, les autres compagnies, le travail que nous, on fait, moi, que je commence à avoir des aptitudes. Puis, ça a été venu. Bonjour. Je dis, OK, c'est le temps que je pense à ça. Puis, justement, déjà, en ayant cette expérience. Excuse-moi, je veux juste mettre quelque chose au clair. Est-ce que cette personne-là a choisi de vendre son entreprise ou de prendre sa retraite ou puis il a décidé d'un peu de te léguer son projet d'affaires ou est-ce qu'il était plutôt comme un mentor pour toi? Non, c'est plutôt comme un mentor. On a eu une idée, dans un moment donné, peut-être de partir ensemble, des choses comme ça. Mais on a trouvé, c'était plus facile que je me lance, puis je l'ai comme un mentor vraiment. Parce qu'il y avait plusieurs raisons. Puis une des raisons, c'était la façon qu'il lui il travaillait, la façon qu'il a construit son modèle d'affaires, puis la façon que moi je le voyais. C'est différent. Je voulais amener des nouveautés, un peu de faire des changements. Puis je comprenais que ça me tentait pas nécessairement de commencer à changer son modèle d'affaires. Parce que ça marchait pour lui, pourquoi pas. Donc j'ai décidé puis avec son aide aussi, avec son pouce, si on veut, il disait aussi la même chose. Serge, tu vas voir, des clientes, il y en a partout. Ça manque, en fait, il y a une grande pénurie dans ce domaine. Parce que c'est vrai, j'imagine qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, pas mal tout le monde cherche du travail. Si on parle d'emploi aussi, c'est que tout le monde cherche du travail, je sais pas moi, dans les bureaux, conditionnaires, avec de l'eau, du café quand tu veux, et tout ça, des conditions. Où les conditions sont plus faciles que l'été à 40 degrés lorsqu'il fait très chaud avec les moustiques. Avec les équipements, ouais. les brouilles et tout ça, la poussière. Donc, puis je comprenais ça. Puis j'ai vu le potentiel, justement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis j'ai gardé cette idée, mais en fait, de le faire. Puis quand je parlais du premier projet, on devait le mettre en pause parce qu'avec les frites, puis Covid qui est arrivé, ce projet, c'était tout le contraire. L'espace Verdlex, il est arrivé dans un moment donné que j'ai vu l'opportunité. OK, on s'en va dans une période où tout le monde est à la maison. Absolument. Tout le monde va être poigné avec ce qu'il voit dehors. Ils sortent, c'est pas beau. C'est vraiment Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Serge. Exactement. OK, Serge, donc c'était vraiment... tu as été opportuniste au bon moment, puis tu as su vraiment, je pense, faire les bonnes étapes parce que tout de suite, tu as commencé par aider cette personne-là. Cette personne-là a vu le potentiel en toi, a décidé de te guider. Et puis là, toi, ça t'a donné la confiance. Tu as vu les opportunités autour parce que tu étais déjà sur le terrain avec lui. Et là, ben, tu t'es dit, il y a plus à faire. Moi, j'ai une idée d'affaires, finalement, un modèle d'affaires qui peut être différent puis qui peut se développer davantage. Donc là, j'imagine que maintenant, tu as une équipe. Oui, oui, exact. Au début, c'est sûr que ça a été moi toute seule, l'entrepreneur, moi toute seule, le comptable, moi toute seule. Mais c'est sûr que ma femme m'a beaucoup aidé dans le parti comptabilité, parce qu'elle est comptable du métier. Fait que ça m'a aidé, ça m'a soulagé un peu. Mais au début, c'était toute moi, la personne souterraine, la personne qui faisait marketing, la personne qui faisait les contrats et tout. Mais tranquillement, pas vite, oui, j'ai réussi à avoir une équipe. Cette année, on a embauché 2 personnes justement qui viennent de l'Ukraine, avec la situation qu'on connaît tous. Pour eux, c'est plus difficile. Puis il y en a qui ont une base, on peut dire, minime, si on veut, français-anglais, mais il y en a qui n'ont pas du tout. Donc, ils arrivent dans une situation que, bon, ils n'ont pas le temps d'étudier quoi que ce soit, donc ils arrivent. Puis là, malgré toute la situation, ils parlent russe aussi, parce qu'en Ukraine, ils avaient 2 langues aussi, ils parlaient ukrainien puis russe, donc ils parlent. Puis moi, vu que je suis de Moldavie,
nous aussi en Moldavie, notre langue, c'est roumain, mais on a une deuxième langue aussi, russe, on utilise vu qu'on a été une partie de l'Union soviétique dans le temps. Fait que je suis parfaitement bilingue. Là, je parle français et anglais aussi, mais dans le pays, je parlais bien russe. Fait que j'ai vu cette opportunité pour moi aussi parce que aussi, il faut être franc, c'est très difficile de trouver c'est une pénurie de travailleurs. Oui, donc la main-d'œuvre pour toi a été vraiment. Ça n'a pas été un enjeu de main-d'œuvre finalement, comme tu débrouillais dans 4 langues et que tu connaissais déjà finalement leur réalité. J'imagine que la relation s'est fait de très confiance, amical, s'est fait plus rapidement. Oui. très, très, très amical. C'est ça, j'ai du respect pour eux, puis eux pour moi, donc ça va super bien pour nous. Mais en général, oui, je voyais l'opportunité pour eux, pour moi aussi en même temps, parce que je connais les gens qui viennent dans des situations comme ça, évidemment, qu'ils sont axés sur le travail, ils sont sérieux et tout. Donc, ça me permet aussi d'avoir des gens de confiance qui travaillent dans la compagnie. J'ai eu aussi des personnes qui travaillent d'ici aussi. Jusqu'à maintenant, j'ai une personne qui attend partiel du Québec. Très bonne personne aussi, travaille très fort, mais ça, c'est toujours un défi que je dirais il faut garder en tête dans ces domaines. Dans ces domaines, juste plutôt encore, je dirais, plus important, c'est de la façon qu'on travaille parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, mais le faire correctement ou le faire de façon professionnelle, ça, c'est la différence. Puis, parlant de défis, j'aimerais savoir quels sont les défis, justement, d'une entreprise où les opérations sont principalement le printemps, l'été, peut-être l'automne. J'imagine qu'il y a des défis qui viennent avec le fait que l'hiver, vous travaillez probablement pas, donc les emplois sont en pause. Quels sont les défis? Peut-être que ça, c'en est un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, exact. Vous avez nommé une des plus importantes, mais oui, les autres, c'est sûr que le défi, moi, en tant qu'entrepreneur puis gérant de l'entreprise, c'est justement la main-d'œuvre qui est parce qu'on est un travail de saisonnier, si on veut un peu le nommer. C'est sûr que c'est pas 3 ou 4 mois ou 5. Oui, on a une bonne, moi, je dirais, ça joue, ça varie. C'est sûr que on peut pas contrôler vraiment le temps, mais des fois, ça peut commencer même en avril. Puis ça peut durer jusqu'à décembre. J'ai eu des années où on allait vraiment loin parce que la neige tombait pas. Il y a on fait beaucoup de nettoyage en automne, on ramasse les feuilles. Il y a des propriétés, surtout on est dans l'ouest de l'île et là-bas il y a des coins où c'est super boisé. Il y a beaucoup d'arbres qui sont assez matures, je dirais 5 ans ou jusqu'à 100 quelques années, puis ça tombe gros. Donc on a beaucoup de travail. S'il n'y a pas la neige, on continue. Mais évidemment, une fois que ça finit, oui, c'est un petit défi. Puis garder les employés à long terme, ça représente un défi aussi parce que les gens, ils aiment quand c'est stable, quand tu travailles 24, pas 24 sur 24, mais une année au complet. Donc ça, c'est un des défis. Puis c'est trouver une façon de les attirer, de les compenser pendant les saisons. Oui, c'est ça. C'est quoi la solution? Comment on fait pour conserver son équipe tout au long de l'année lorsqu'on est une entreprise qui est plus saisonnière? Moi, je trouve, c'est sûr que chacun entrepreneur il a son façon de voir les choses, mais moi, je pense, moi, j'étais toujours employé aussi dans les autres compagnies, puis je voyais, pour moi, j'ai choisi le modèle que une bonne employeur, c'est celle qui peuvent justifier et aussi démontrer à ses employés que tout ce qu'il fait, il fait avec le cœur, avec vraiment comme il respecte ses employés, si on veut. Pendant le travail qu'on a, c'est juste de pouvoir quelque part bonifier le gens, montrer que s'il travaille plus, si tu es prêt de le donner un peu plus aussi, que tu n'es pas fixé juste sur un chiffre, puis c'est ça ton salaire, puis tu travailles, tu fais ta job, puis quand tu finis, tu finis. Non, j'essaie à toujours motiver les gens par le travail, par les conditions qu'on travaille aussi, malgré à l'effet qu'il y a beaucoup de collègues, si on veut, du métier qui travaillent dès samedi, qui travaillent soirée. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais est-ce que, j'imagine, vous travaillez tard, vous travaillez toute la semaine parce que c'est saisonnier? Non. Je travaille lundi à vendredi. Nous, on travaille lundi à vendredi de 9 à 5. Tout le monde est comme, waouh, mais comment vous faites? C'est justement parce que je veux que mes employés, puis moi aussi, on a une vie personnelle aussi, on a des enfants. Bonne condition de vie. C'est justement.
Puis oui, j'essaie à compenser les heures qu'on perd avec payer ces heures, que je donne des bonus, qu'on fait tout le temps une ambiance dans la compagnie léger, que les gens respectent ce que moi je demande, mais en même temps que moi je respecte les gens qui travaillent Oui. pour. Puis je pense que ça fait en sorte que les gens veulent tout le temps revenir. Puis oui, des fois, on a un défi dans l'hiver, mais on essaie toujours, j'ai essayé quand même à rapetisser cette période le plus possible parce qu'on a des équipements, donc on doit entretenir les équipements, on fait des réparations. Donc j'ai essayé à quand même allonger un peu la période de travail, si on veut, puis recommencer un peu plus tôt aussi. On a oui, les périodes de travail déjà sur le terrain, ça commence avril-mai, mais pourquoi pas commencer à mettre des flyers, on peut avancer, commencer à mettre des publicitaires, des choses comme ça, qu'on peut le faire même. Faire de la publicité en amont là, pour être prêt pour la Porte à nouvelle porte, des choses comme ça, saison. les Oui. gens donc sont, pourquoi pas, ils sont comme très, très contents de pouvoir sortir déjà en avant parce que quand même l'hiver ici c'est long, comme tout le monde dit. Mais ça passe vite quand même. Ça passe vite. Et puis, est-ce qu'il y a eu d'autres défis au départ, là, que ce soit au niveau de la visibilité, justement, pour acquérir la clientèle, au niveau du financement pour pouvoir obtenir tous les équipements nécessaires, les camions et tout ça? Oui, c'est sûr que au début, les défis sont tout le temps là, mais ils changent. Ça dépend à chaque étape. Il y a différents défis. La première étape, au début, oui, Ça, c'est bon à savoir, hein? C'est pas parce que c'est le départ qu'il y a des défis, puis qu'après, pif paf, c'est terminé, tout roule comme sur des roulettes. Ça, c'est une bonne chose là, que tu peux en discuter. Là. Les défis restent toujours là. Il y en a tout le toujours des temps. nouveaux, puis ça garde les gens motivés quand même. C'est comme on dit dans notre langue, c'est comme les enfants. Les enfants petits, c'est des petits problèmes. Plus que les enfants grandissent, les problèmes grandissent aussi. C'est pas la même chose avec les défis. Oui, au début tu penses que c'est les plus grands problèmes que tu as, le lancement, l'équipement et ça. Oui, c'est vrai. C'est une grande partie, surtout au début. Je pense que le défi le plus important, c'est c'est le financement de ce que tu fais. Si dans mon cas, on va parler des équipements, de remorques, de ci, de ça. Puis ça coûte quand même cher. Oui, tu peux t'aménager peut-être avec des choses qui sont un peu usagées. Tu peux trouver des solutions, si on veut, à court terme. Mais si tu envisages à faire une entreprise, c'est sûr qu'il faut que tu regardes un peu plus large. Il faut que tu investisses dans des équipements sérieux et tout. Donc ça, c'est un défi. Mais il y a une autre partie aussi que tu comprends qu'avec tout cet investissement, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont choisir toi et pas les autres? Oui. Parce qu'il y en a, on s'entend qu'il y a quand même tout le temps la concurrence, tu n'es pas toute seule, où tu vas aller, peu importe. Oui, puis il y a toujours de la concurrence. Il y en a des entreprises dans le même domaine qui font ça depuis peut-être 20, 30 ans. Justement. Aussi, ça, c'est une réalité. Monsieur Richard. Monsieur Richard, mais oui. Oui, non, mais c'est vrai. Il y avait sa clientèle, mais c'est comme ça un peu tout le monde. Il y a sa clientèle, mais qu'est-ce que tu vas faire pour être différent? Pourquoi les gens vont te choisir? Donc ça, c'est le premier défi. Puis je pense que c'est une étape il faut passer par là. Il faut assumer un peu cette peur, puis c'est normal. C'est normal, tu as cette stress, tu n'as pas de clients, tu commences à faire... dans mon cas, c'était plus un peu facile dans quel sens? J'avais déjà, comme j'avais dit, d'expérience avant dans le lancement d'entreprise, faire mon logo. Je connaissais déjà pas mal tout à part l'entreprise elle-même de commencer à activer, mais avant ça, le lancement lui-même, c'était pas si difficile. J'ai développé le branding, mon nom, le marketing, tout c'est moi qui a fait, donc ça c'était facile. J'avais pas besoin d'embaucher quelqu'un. Mais puis honnêtement, si tu veux le faire, c'est facile. Le lancement d'entreprise va t'aider pour ça. Avec Sage, il y a d'autres ressources aussi. Tu peux regarder sur YouTube. Il y a beaucoup maintenant. On est dans une époque assez ouvert technologiquement, donc tu peux trouver des solutions inédites des fois pour t'en servir pour le début. Oui, puis après, peut-être tu peux embaucher des gens qui vont faire meilleur travail pour toi parce que tu commences à grandir. Mais au début, c'est faisable. Puis les premiers défis, c'était ça. Tout est mis sur place, pouf, on attend, il n'y a pas d'appel. Un jour, 2 jours, il n'y a personne qui appelle. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est sûr que le stress, tu commences tu as des dépenses quand même qui doivent sortir. Tu ne travailles pas ailleurs parce que tu es complètement dédié à ton entreprise. Je pense que ça, c'était le plus grand C'est le plus difficile. défi, c'est de gérer tes émotions, de gérer
ton approche parce que je pense qu'à cette étape, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Moi, je l'ai fait un peu au début, mais je me suis vite corrigé. C'est que tu commences à diminuer la valeur de ton produit par rapport à la demande. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de demande. Tu penses que peut-être que je suis trop cher. Faire un rabais, Peut-être que puis mon finalement, produit c'est n'est pas pas bon. nécessaire. Puis tu commences à te lancer comme ça, à donner du rabais, de quoi que ce soit. Puis tu travailles en 20, pas à zéro en fait, ou en négatif des fois. C'est bon, ça peut être une bonne stratégie pour le début, mais il ne faut pas trop s'amuser avec. Non, Parce c'est que, ça. Il faut garder, il faut avoir confiance en sa valeur, puis la exact. conserver parce que j'imagine qu'après, ça peut peut-être, est-ce que ça peut se revirer contre l'entreprise? Par exemple, s'il n'y a plus de rabais aussi important par la suite, ben là, peut-être que les clients vont dire: Ah, mais l'an dernier, Vous avez j'ai bien saisi. C'était bénéficié. justement ça qui s'est passé, en fait. J'ai vite compris cette idée parce que tu donnais un rabais ou tu faisais rentrer par une porte par le prix, en fait. C'était la seule façon d'entrer dans souvent des cas. Ben, je pensais que c'est la seule façon. C'était pas la seule façon, mais c'était une des façons que je pensais que c'est correct. Peut-être ça va m'aider, puis ça a aidé à Tu pourras rentrer. nous dire par la suite quelle a été la bonne façon de faire Oui, lorsque absolument. tu l'as trouvé. Mais je pense que c'est une mal nécessaire des fois de le faire parce que il y a deux choix. Soit que tu attends, tu es patiente, puis tu continues à investir, mais c'est sûr que ça dépend de tes ressources. Mais c'est pas en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que tu as essayé quelque chose. Puis, je crois que dès que tu prends action, que tu essaies quelque chose, ben c'est bien d'un côté. Après, est-ce que c'est la façon la plus optimale? Ça, on sait pas. Peut-être pas, mais c'est toujours plus optimal que de rester assis sans client. Justement, moi, ben, je pense que c'est ça. Ça appartient à chaque entrepreneur, la vision, la façon qu'il se met en tête, sa confiance dans son produit, dans son service. Je pense que ça vient tout ensemble. Mais pour moi, c'était important parce que là, j'ai acheté des équipements, j'ai fait tout marketing et tout. Donc, je voulais voir est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que les clients vont aimer, apprécier ça. Et par la suite, je pourrais m'ajuster ou c'est vraiment pas bon, qu'est-ce que je fais, puis c'est pas du tout qu'est-ce que j'ai imaginé, puis toute l'analyse que j'avais faite, c'est peut-être pas bon. Ça a Donc, été une période test finalement de pouvoir exact. travailler. Cette rentrée du prix, pour moi, c'était vraiment une test. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils vont faire, puis comment je m'ajuste. Est-ce qu'il y a, puis je voyais dans leur réaction comme, waouh, jamais eu quelqu'un. Mais c'était bon. Là. C'était ce que je voulais. Positif, oui. Exact. C'est sûr que là, justement, quand on retourne à votre discussion, parlant de, OK, mais là, c'est peut-être le prix. Est-ce que j'ai fait ça au début parce que je voulais vous aider ou on avait une entente, mettons, pour, je sais pas, 2-3 mois qu'on va faire à ce prix. Ça a commencé à donner les effets inverses. Donc, c'est sûr que les gens, c'est facile à rentrer avec une prix bas, mais c'est très difficile à garder ses clients quand tu veux avoir une longue période. Donc, du développement dans ton entreprise et tout, il faut que tu penses un peu à long terme. Ça peut être un peu du test, ça peut être un peu une recette débutante, mais il faut que tu mélanges ça avec d'autres clients qui sont basés pas sur le prix. Comme ça, tu vas pouvoir, si jamais ces clients décident de rester avec toi, ce qui était le cas dans les 90% ou 80%, c'est parfait. Mais au moins, tu n'as pas accès juste sur eux. Puis si jamais ils débarquent, parce que ça se peut qu'ils vont débarquer 30, 40, 50% ou plus, il faut que tu aies ton plan B. Puis ton plan B, il faut que tu développes déjà la façon que tu vois à long terme. Puis pendant que je faisais les tests, j'ai déjà été capable d'ajuster mes prix, de trouver les bonnes niches. Je voyais ma clientèle qui était prête de payer le service qui faisait parce que moi, la façon que nous, on a choisi le service, c'était on peut faire la différence entre ce qui existait, puis moi, puis nous, en fait, l'espace d'Erlex. Puis c'était pas pour tout le monde non plus, puis c'était pas, on visait pas non plus tout le monde. C'est ça que j'ai dit à mes employés jusqu'à aujourd'hui, on vise pas tout le monde non plus, c'est pas une entreprise pour toutes les, comme n'importe quel service, si on veut, au produit. C'est ça, puis c'est important de savoir à qui on s'adresse aussi, là. Exact. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter, je ne sais pas moi, du Hyundai, puis il va y avoir des gens qui vont acheter du Mercedes. Je n'ai rien contre Hyundai ou Mercedes, mais c'est juste ces deux produits différents avec pour deux niches différentes aussi, deux besoins différents aussi. C'est ça un peu l'idée de trouver, pendant que je faisais des tests, je voulais voir c'est qui ma clientèle, qui est prêt à payer le prix que je demande pour le service que je offre. Donc, ça, c'était, je pense, la première étape, une des plus difficiles. Donc, finalement, le défi s'est tourné à ton avantage puisque ça t'a vraiment permis d'apprendre là,
en cours de route? Ça m'a permis de renforcer, je dirais, mes pensées, mes visions, de repenser un peu aussi la façon que je veux continuer. Parce que ça, comme on parlait au début, les défis vont être différents à chaque étape. Donc, si quelqu'un pense que se lancer, c'est le plus difficile, puis c'est ça le défi, puis trouver des financements, oui, c'est vrai, c'est super gros, c'est super difficile au début. Mais ça va être fait. Un jour, ça va être fait. Puis là, c'est la réalité qui t'attend. Puis la réalité, c'est beaucoup de nouveaux défis, clientèle, main-d'œuvre, équipement. Tu as investi dans un équipement, tu pensais que c'est le meilleur parce que tu as regardé, tu as fait une analyse, paf, finalement, c'est pas le meilleur. Ou c'est pas si rentable que tu pensais. Tu as investi trop, puis tu pouvais te débrouiller avec quelque chose, tu pouvais investir moins. Puis là, bientôt, tu vas devoir agrandir. Enfin, que tu fais quoi? Tu investis, continues avec cette entreprise, tu as eu déjà des relations avec des fournisseurs, ou tu changes ton fournisseur. Donc, tout ça, c'est des défis qu'il faut penser. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de défis les plus gros, les plus petits, ils sont tous des défis. Oui, à chaque jour, on a des nouveaux défis, des clients qui sont contents ou pas. Puis ça, c'est aussi un défi. Il faut toujours garder une bonne relation avec les clients, trouver la façon que tu gardes une bonne relation avec les clients. C'est pas juste parce que tu réponds au téléphone ou parce que tu viens quand ils t'appellent, c'est une bonne relation. C'est aussi donner un bon service à long terme. Et tout ça, ça englobe beaucoup de choses. Des bons employés, du bon coaching, des bons programmes, développement, si on veut, équipement. Donc, tout ensemble, ça fait tout un défi. Bien, merci beaucoup pour ce partage, Sergio. Merci. On approche à la fin de l'entrevue. Puis, avant de terminer, moi, j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui t'a motivé à refaire le programme lancement d'une entreprise? Parce que là, je t'écoute, puis j'ai l'impression que tu avais déjà appris énormément lors de ton premier passage, que tu avais déjà une bonne réflexion, que tu étais prêt à débuter une autre entreprise par toi-même. Mais quel élément, quel besoin, en fait, avais-tu pour avoir envie de refaire le programme lancement d'une entreprise pour lancer ton entreprise Espace Vert Lex? Parce que là, tu savais déjà comment faire le plan d'affaires, comment aller chercher le financement, tout ça, c'était déjà débloqué dans un sens. Oui, c'est vrai. C'est en fait, mais c'est comme la première fois. J'avais déjà mes aptitudes, mes connaissances et tout. Mais la décision pourquoi faire le lancement d'entreprise, c'était une de parties qui m'intéressait beaucoup. C'était les professeurs qui étaient des entrepreneurs, encore des comptables, des juristes, marketing, avocats. Donc, il y avait les expertises dans différents domaines que tu pouvais connecter. Donc, c'est des mentorats, en fait, que j'avais besoin. Puis, oui, j'avais fait le premier lancement d'entreprise pour le premier projet. Puis, j'avais déjà pas mal, toutes les connaissances, comment structurer. Donc, cette côté déjà a été réglé. Mais c'est sûr que je voulais valider. Puis, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, un œil à côté qui peuvent... Parce que des fois, on est dans l'entrepreneuriat, on est vraiment en amour avec notre projet, puis on voit pas les défauts ou les choses d'un autre œil qui est à côté, qui est neutre, qui va dire, ben, écoute, Serge, c'est bon, mais je pense que tu pourrais faire ça aussi. Puis des fois, tu le vois pas juste parce que tu es en amour. Tu es excité, oui, je vais me lancer, puis tu vois, hey, let's go. Mais quand quelqu'un à côté va regarder avec une perspective d'un comptable ou une perspective d'un avocat qui fait ça depuis des années, tu peux avoir un meilleur feedback, tu peux avoir une raison de te réorganiser, peut-être de repenser un peu ou au moins de te préparer pour si jamais ça ne marche pas parce que j'ai eu ce message, qu'est-ce que je veux faire? Je pense que c'est ça que j'ai cherché vu que j'ai passé la première étape avec Sage, lancement d'entreprise. J'ai eu toute cette expérience, donc je savais que c'est une bonne chose de le faire. Fait que le professeur était super. J'ai rencontré, je pense, à peu près 50% des mêmes professeurs du premier programme. Il y en a d'autres qui ont changé ou ça a été attribué différemment. Il était super content de me voir encore une fois. OK, mais comment? Serge, wow, OK, notre projet déjà. Je dis oui, c'est ça, mais c'était plus pour le côté vraiment... j'avais besoin de leur perspective, expérience, exact. C'est justement un des objectifs du programme, d'ailleurs, de pouvoir valider un projet d'affaires. Puis comme tu l'as si bien dit, bien, il y a tellement de mentors qui sont eux-mêmes entrepreneurs dans
tous les domaines nécessaires pour pouvoir te lancer que finalement, c'est utile là, d'y retourner. Tu en es la preuve aujourd'hui. Oui, oui, exact. Je suis là aujourd'hui justement parce que, oui, puis regardez, une première fois, ça n'a pas peut-être marché comme je voulais, je souhaitais, mais je n'ai pas eu peur de recommencer, puis de me réorienter. Puis aujourd'hui, on est une entreprise avec succès. On grandit à chaque année, on double ou triple les chiffres à chaque année. Le potentiel est encore énorme. Je vois beaucoup de nouvelles idées déjà. Je pense que j'ai déjà mentionné, je suis en train d'obtenir une licence courtage immobilier. Donc, peut-être que ça va faire des connexions avec d'autres projets que j'ai déjà flat dans l'air, avec l'entreprise existante, justement. Les besoins vont se croiser parce que l'immobilier puis l'entretien paysager, ben, à un moment, On ne va inévitablement... pas dévoiler les secrets, mais oui, peut-être. Justement, ça peut être une des options. Peut-être des clients déjà qui sont existants pour l'entreprise vont devenir clients pour le courtage. Il y a plusieurs opportunités, mais encore, je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, il ne faut pas avoir peur que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il y a toujours une autre possibilité, c'est tout. Tu tournes la page, tu réessayes, puis voilà, ça marche. Je crois que c'est un excellent mot de la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours, ton expérience et surtout là, tous les apprentissages et la sagesse que tu as acquis au cours des dernières années. Je crois que les gens vont apprécier les conseils que tu as offerts là, pendant notre entretien aujourd'hui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram du Sage Montréal Centre ou encore notre TikTok, toujours le Sage Montréal et Facebook également, pour pouvoir avoir accès à nos teasers. Donc, si vous voulez voir les extraits de tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur ces pages-là et nous écouter via YouTube, Spotify, Apple, où vous en avez envie et retrouver là, nos épisodes qui sont en ligne. On doit être rendu à une bonne vingtaine. Donc, on vous invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil. Donc, merci beaucoup, Sergio. Merci à vous. Merci à tous et bonne journée.